Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vas-y. Du coup, depuis... combien de temps avez-vous fait le métier de professeur des écoles ? 42 ans. 42 ans. Et ça fait combien de temps que vous avez arrêté ? Cette année. Je suis à la retraite depuis septembre. Vous avez échappé au Oui. Covid. Ouais, vraiment, ouais. Mais bon, terminer l'année comme ça a été le cas pour l'année dernière, tu vois, terminer ma carrière comme ça, c'était pas évident. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste le métier de professeur des écoles ? De mon point de vue, bien sûr. Oui. Pour moi, j'ai toujours pensé que ce métier avait vraiment un sens politique, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont au service de la société. Et instruire, éveiller l'esprit des enfants, leur donner confiance en eux, et faire en sorte que leur esprit, oui, soit ouvert, curieux, imaginatif. Je trouve que c'est extrêmement important. D'accord. Et concrètement, est-ce que vous pourriez décrire les principales tâches que vous effectuez pendant une semaine type, par exemple ? Alors, une semaine type. Oula. Alors, si tu veux, j'ai toujours été très vigilante quant au contenu et à l'engagement des enfants dans leur travail. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai suivi le programme depuis 40 ans. Je t'avouerai que je ne remettais pas le nez dans le programme tous les 2 ans, puisque bon, ça change régulièrement tous les 2 ans, mais que moi, j'en étais restée surtout aux instructions officielles de Jack Lang, que j'ai toujours trouvé être les meilleures en ce qui me concerne. Donc, bien sûr, je travaillais énormément le domaine des mathématiques, de la langue écrite, de la langue orale, etc. Enfin, tu vois, tous les... Mais, même dans ces domaines, je faisais en sorte que l'enfant, qu'il y ait toujours une part de créativité. C'est-à-dire que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel on était, même les sciences, c'était toujours des consignes multiples qui demandaient à l'enfant justement de mettre en relation ces différentes consignes, donc de faire un travail aussi d'intelligence, de présentation, c'est-à-dire aussi que le travail puisse être vu par les autres. Il y a toujours eu un moment collectif aussi pour que les enfants voient tous ce que tous ont réalisé, pour pouvoir aussi s'auto-évaluer eux-mêmes. Et alors, une semaine type, donc tout ce qui était maths, français, sciences, c'était en général le matin, ouverture, voilà. Et puis, je mettais tout ça en relation avec un gros travail d'ouverture sur le monde. Alors, c'est ce qu'on appelle maintenant l'humanisme. Et moi, j'ai toujours fait. C'est-à-dire que j'avais une grande thématique. Alors, par exemple, ça pouvait être la relation entre l'homme et l'animal, par exemple. Mais que je traitais à la fois par rapport à l'histoire, c'est-à-dire l'évolution de la relation de l'homme et l'animal depuis la préhistoire, par exemple. Et puis aussi toujours dans l'espace, c'est-à-dire nous, en Camargue, comment ça se passe, quelles sont les productions, l'élevage, etc., type de notre région. Et puis, par exemple, dans un autre pays, où on en est encore à utiliser les charrues, etc. Donc voir aussi. Et puis, des documentaires, par exemple, tu vois un homme... apprendre à son fils comment chasser avec un aigle, tu vois, des choses très ancestrales aussi, comme ça, c'est-à-dire qui ont affaire aussi à d'autres civilisations, d'autres modes de fonctionnement, toujours dans l'objectif d'ouvrir
la conscience à d'autres sociétés, d'autres modes de fonctionnement. Voilà. Et puis bien sûr, aussi la littérature, l'art, en expression, parce que je faisais tous les après-midi beaucoup d'ateliers d'art plastique, tu vois, souvent en relation aussi avec cette thématique, mais pas seulement. Hein. Il y avait en général 6 ou 7 ateliers différents et les enfants tournaient d'un atelier à un autre en fonction du temps qu'il fallait mettre à l'atelier, pour aussi développer une certaine autonomie chez les enfants et surtout une créativité, parce que je pense que la créativité et la curiosité sont vraiment deux qualités fondamentales à développer chez l'enfant. D'accord. Mais bon, il y avait aussi de la musique, de la danse, enfin voilà, toucher à toutes les formes d'expression, mais avoir aussi une thématique comme ça que tu peux développer, bon, même en sciences, hein, bien sûr, voilà, par rapport à l'art. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si. Bon. Au niveau du temps horaire, Oui. donc il y a le temps en classe, Oui. mais est-ce que vous mettiez beaucoup de temps pour préparer vos séances, pour corriger des copies, pour... Alors, corriger des copies, non, puisque j'étais en grande section maternelle, hein, mais Ouais. et j'ai travaillé aussi 12 ans, enfin, j'ai commencé en fait à travailler, moi, j'ai fait 10 ans en école d'application à Saint-Germain-en-Laye. Donc, C'est quoi école d'application ? c'est ce qu'on appelait des écoles de pilotes de recherche pédagogique. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé dans un internat de forains et bateliers avec des adolescents pendant 10 ans. Et ensuite, je suis venue reprendre la maternelle. Donc, le travail de préparation, moi, je dirais que c'est toute une vie de prof, quoi. C'est-à-dire que ce dont je te parle là, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'apprentissage sur une année touche à tous les domaines et en même temps forme un tout, ça c'est une approche personnelle. Bon, il se trouve qu'en ce moment on est vraiment dans l'humanisme, etc. Et qu'il faut... Mais à un moment donné, c'était français maths, évaluation continue. Bon, moi, ma pédagogie, je me la suis créée en fonction de ce que j'ai vécu aussi en tant qu'individu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai... des passions que j'ai exercées, la peinture, le théâtre, et donc l'envie de transmettre aussi cette passion. Alors après, le temps passé, forcément, tout ce que j'ai construit au tout début, les 10 premières années, j'ai passé énormément de temps à construire ça. Que ce soit dans le domaine des langues, de la langue, dans le domaine des mathématiques, tout ça. Il y avait beaucoup de préparation. En plus, on n'avait pas l'ordinateur, tu ne pouvais pas aller chercher la préparation toute faite en sciences, etc. Donc il fallait vraiment, c'était à toi d'y réfléchir. Mais on avait eu aussi, moi j'ai eu la chance de passer mon concours en 81, juste au moment de la réforme de Jack Lang, là. Et donc j'ai eu droit à 3 ans de formation uniquement sur la pédagogie. Que la pédagogie. La psychologie, un petit peu psychologie de l'enfant, mais que de la pédagogie dans tous les domaines, comment aborder, voilà, l'approche de la langue à travers les sons, voilà. Donc c'était... donc ça donne le temps. On était suffisamment nourris pour pouvoir ensuite réfléchir par nous-mêmes pour travailler, préparer les séances. Et après, au fur et à mesure des années, l'essentiel de mon travail, c'était toujours de trouver de nouvelles idées, de nouvelles pistes créatives, d'aller chercher beaucoup de documents à la médiathèque, d'organiser des sorties, et à chaque fois d'affiner de plus en plus dans un domaine. Par exemple, il y avait une année où j'allais plus développer l'approche de la technologie, par exemple, ou
ou de la musique, tu vois. Après, je dirais que une fois que la base de mon travail a été construite, surtout en ce qui concerne les, comment dire, les domaines principaux, hein, une fois que tout ça a été construit, c'est-à-dire la préparation à la lecture, les maths, etc. Après, c'était surtout un travail de recherche sur la thématique que j'avais choisie et comment je pouvais la développer dans tous les domaines. D'accord. Et du coup, vous avez travaillé qu'en maternelle après? Vous avez fait que de Après, la oui, maternelle? ici, ça fait 18 ans que je suis en maternelle. Petite section? Grande section. Que de la grande section, ok. Que de la grande section. Bah oui, parce que je trouve que c'est l'âge le, le plus créatif. Les enfants sont très curieux, ils sont spontanés, ils sont pas encore totalement inhibés. Voilà, tu peux vraiment développer énormément de choses à cet âge-là. Ils sont vraiment à un âge, quand ils sont plus petits, la curiosité intellectuelle est forcément moins construite et moins élaborée au niveau de la pensée. Et puis, quand ils sont en primaire, c'est vrai qu'ils ont tendance à rentrer un petit peu plus dans le moule. Mais je pense qu'en primaire, on peut aussi faire un travail créatif sans pour autant enlever ou... moi, j'ai toujours eu, enfin mes élèves ont toujours eu d'excellents résultats à l'arrivée au CP. Hein, et je passais pas mon temps à faire du français, des maths, etc. Et ça, c'est ce qui manque la plupart du temps aux enseignants, c'est de faire preuve d'imagination, de faire confiance aux enfants. Parce que derrière tout ça, ce qui est très important de développer, c'est l'estime de soi chez un enfant. Voilà, le fait qu'il puisse s'exprimer en son nom propre et à partir de là, du coup, être vraiment acteur de son cursus scolaire. D'accord. Mais peut-être que j'ai un peu... Non, mais c'est bien, au contraire. Bon, ça va. Comment vous avez su que vous vouliez faire ce métier? Alors, en fait, c'était pas évident. Bon, ma mère était institutrice. Elle a toujours été très heureuse de faire ce métier. Moi, en fait, à 18 ans, enfin, à l'âge où j'ai passé le concours, moi, ce qui m'importait le plus, c'était de voyager. Et je ne concevais pas de faire un métier où j'allais travailler 11 mois sur 12 avec 4 semaines de vacances uniquement. Donc, au départ, ma motivation, elle était plutôt d'avoir du temps pour moi. Voilà. Et je t'avoue que quand il a fallu se signer ce contrat de 10 ans, je ne pensais pas que je ferais ce métier plus de 5 ans, quoi. D'accord. Parce que ce qui m'a effrayée au début, c'est quand même la maîtrise de la classe. C'est-à-dire cette autorité qu'il faut trouver pour mener une classe. Et ça, je dirais que c'est ce qui est le plus difficile, parce que tu ne peux pas le faire dans l'autoritarisme. Ça a aucun... Enfin, et donc, il faut trouver, et c'est ça la pédagogie, à ce que la motivation des enfants et à ce que tu leur donnes soit suffisamment grand pour que en échange, ils acceptent certaines contraintes. Et ça, c'est difficile. Ça met un certain temps de trouver la juste place. Et vous vous êtes jamais lassé du métier? Non. Non, pourtant j'ai fait du théâtre pendant 10 ans, j'ai fait les deux, j'étais enseignante et j'étais comédienne. J'aurais pu quitter le métier de comédienne. J'ai hésité à un moment donné à faire le métier de comédienne, mais en fait, dans ce métier, j'ai toujours trouvé une très grande liberté. Très, très grande liberté. Et c'est ce qui m'a le plus motivée, en fait. D'accord. Donc, ce que vous aimez le plus dans ce métier, c'est la liberté Oui, la liberté, le sens, hein, comme je te l'ai dit au début, hein,
la fonction, voilà, je trouve que c'est important de donner du sens à sa vie et ce métier, je trouve ça. Et puis bien sûr le rapport à l'enfance, hein, l'enfant à cet âge-là, c'est non, le rapport à l'enfant n'est pas du tout le même que le rapport avec les adultes. Il y a quelque chose de beaucoup plus spontané, joyeux, une énergie, alors qu'il faut canaliser, bien sûr, hein, mais une joie de vivre, un imaginaire extraordinaire, une immense curiosité, pas d'a priori, pas de hier, enfin, surtout à cet âge-là. Donc, vraiment vivre toute cette grande partie de ma vie, puisque 6 heures par jour pendant 40 ans, c'est quand même énorme. Pour moi, ça a été une grande source d'inspiration, de joie. Mais, encore une fois, oui, c'est un métier qui demande énormément d'énergie. Et au niveau des études, du coup, vous avez fait quoi pour... avant le concours, peut-être? Avant le concours, j'avais fait un doc de biologie. Mais bon, ça m'avait pas motivé plus que ça. Et puis surtout, j'ai vraiment vécu aussi une vie, voilà, c'était les années 80, à Paris, la musique, voilà, vivre sa vie aussi, voilà, vivre sa jeunesse, quoi. J'avais pas envie de partir dans des grandes études, travailler. Je voulais aussi une autonomie financière. Et puis ce temps, voilà, pour faire autre chose. Et un doc de biologie, c'est un doctorat ou... Non, mais à l'époque, tu pouvais passer le concours au niveau bac. Et donc doc, c'était le bac Non, bah, moi je l'ai pas eu mon doc. Hein. Donc je l'ai passé au niveau bac. D'accord. Mais le concours était très difficile puisqu'il prenait, si je me souviens bien, il y avait eu plus de 3000 personnes qui se présentaient, ils en prenaient 50. Donc c'était un concours qui était quand même qui se passait en 2 temps avec une des premières épreuves écrites et puis un oral après assez difficile. D'accord. Et donc ça c'est pour le... Ça c'était le concours. Voilà. Et juste le doc de biologie, je n'ai pas compris vraiment ce que c'était. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas passé le concours tout de suite après le bac. Oui. J'ai fait un petit tour par la fac D'accord. pendant 2 ans, mais donc ça correspond à la licence en fait. Vous avez essayé comme une licence de bio. Non, j'ai fait 2 ans, mais j'ai même pas passé mon DUG. D'accord. Et donc quand j'ai passé le concours, je l'ai passé. À cette époque-là, il se passait au niveau bac. Il n'y avait pas d'entrée. Ah, donc on pouvait directement après le bac le passer, quoi. Exactement. D'accord. Il n'y avait pas d'entrée plus tard même. Tu pouvais même le passer en seconde à l'époque. Punaise. Ouais, ou même en troisième, fin de troisième, pour les personnes qui justement... parce qu'il ne faut pas oublier que le métier d'enseignant, il y a très longtemps, c'était quand même, ça permettait à des personnes issues d'un milieu populaire, paysans, ouvriers, d'accéder à des études très jeunes tout en étant payés, ce qui permettait aux familles, plutôt que de mettre leur enfant en apprentissage, ce qui permettait donc aux élèves les plus talentueux, on va dire, de pouvoir continuer leurs études et être instituteurs ou institutrices. D'accord. Les études étaient payées, tu vois, dès la troisième. Ça, c'était bien, ça. Au début de votre carrière, donc vous m'aviez dit que vous voyiez faire que 5 ans. Vous pensiez faire quoi après ? Vous aviez pas d'idée Disons qu'au début, j'ai trouvé quand même ce métier très contraignant, ne serait-ce que les horaires, justement, la transmission de connaissances obligatoires, etc. C'est petit à petit que j'ai trouvé ma liberté, mais parce qu'encore une fois,
j'ai vraiment construit ma pédagogie petit à petit personnellement. Et comme je te l'ai dit, moi, après j'ai fait du théâtre à 25 ans. Je pense que voilà, j'aurais pu faire aussi les beaux-arts. Bon, bref, ça s'est pas trouvé. Mais j'avais plus envie. Le côté institutionnel était assez difficile à supporter, quoi. Voilà. Mais en fin de compte, j'ai trouvé cette liberté dont je te parle et ce sens aussi. Voilà. Voilà. Je pense que quand on parle de vocation, à un moment donné, je ne sais pas si jeune on se dit je veux absolument être médecin ou institutrice. Je crois que c'est aussi avec l'expérience, avec l'exercice du métier que tu sais si oui ou non tu es faite pour ça et si tu as envie d'approfondir les choses pour... Mais ça demande de la réflexion, quoi. Ça demande de la réflexion et de ne pas être totalement à la botte de tous les programmes qui vont tomber tous les 2 ans, quoi. C'est vraiment s'approprier cette fonction par rapport à... C'est presque une approche, oui, pas philosophique, mais quand même, qui demande de la réflexion et de la connaissance. Un petit peu. Du coup, pour vous, ce serait quoi les qualités requises pour pouvoir devenir professeur des écoles ? Il y a une phrase toute bête, je crois que comment il s'appelle ? C'est d'un auteur, c'est un grand metteur en scène. Je sais pas si c'est Vitesse ou si c'est... Enfin, qui dit que enseigner, ça n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Voilà. Donc je pense que il faut soi-même être passionné. Il faut avoir une passion. Tu peux pas être professeur et être uniquement dans la transmission si toi-même il n'y a pas un feu qui brûle à l'intérieur de toi. Alors ça peut être pour le sport, pour la musique, pour l'art, pour n'importe quoi, la musique baroque, mais avoir, ou pour la langue, pour la poésie, les mathématiques, mais voilà, il faut transmettre une passion. Sinon, s'il n'y a pas ce feu-là, cette énergie-là chez l'enseignant, il va s'épuiser très, très rapidement. Et pour être un bon passeur, ouais, je crois qu'il faut être soi-même quelqu'un de passionné. Est-ce que vous trouvez les conditions de travail difficiles au niveau des relations avec les autres adultes autour, au niveau du salaire, etc. Bah écoute, il y a une chose sur laquelle les enseignants n'ont jamais réussi à obtenir quoi que ce soit, c'est déjà la limitation des effectifs. Même ici, j'ai eu des classes à 33, 32, et au début de ma carrière, j'étais toujours à 35 élèves par classe. Donc ça, j'ai toujours trouvé réforme après réforme sur ce point-là, rien n'a évolué, alors que, bon, il est évident qu'on ne fait pas les mêmes choses avec un maximum de 25 élèves plutôt qu'à 35. D'autre part, l'intégration des enfants handicapés pose d'énormes problèmes concernant surtout les enfants qui ont des handicaps psychiques, parce que on se sent... Enfin, je sais que j'ai pas mal de collègues qui se sont retrouvés avec des enfants qui sont vraiment en souffrance psychique voilà, qui sont... et envers lesquels on est totalement impuissant. D'autre part, on n'a pas forcément ni la formation, ni les capacités pour mettre en place une pédagogie extrêmement adaptée, surtout compte tenu des effectifs, pour des enfants qui demandent justement une pédagogie très spécifique. Donc ça c'est, de mon point de vue, le gros problème. Après, les salaires, bien évidemment. Bon, je sais que petit à petit, ils augmentent les salaires des débutants.
mais sans avoir jamais revalorisé toute la profession correctement. Voilà. Et c'est vrai que, surtout quand tu habites à Paris, si tu dois te loger, vivre correctement, avec un salaire qui doit avoisiner, je sais pas, maintenant c'est quoi pour débuter, 1500 ? J'ai fait tout un dossier sur ça, Ah mais oui, tu te souviens pas ? je crois que c'est dans les alentours de 1800. 1800, ah vous démarrez à 1800 quand même ? Brut. Brut, ah oui, brut. Voilà. Oui, donc ça fait 1400, 1100, oui, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, bon, je sais que ça augmente. Ils ont quand même fait en sorte que les échelons puissent se passer assez rapidement en début de carrière pour atteindre près de 2000 €, je pense, au bout de 7 ou 8 ans. Mais bien sûr qu'il faudrait revaloriser la profession. Mais c'est les conditions de travail. Alors, en primaire, maternelle, je pense que ça va encore, mais là où ça pose réellement problème, c'est dans les collèges, quoi. Par rapport à l'autorité, enfin, par rapport au maintien de la classe. Être capable de les faire travailler dans le silence, dans l'écoute, etc. Je pense qu'en collège, il y a vraiment des grosses difficultés, quoi. En maternelle ou en primaire, bon, je pense que avec un peu d'expérience, il est possible d'exercer son métier correctement. Enfin bon, ce serait bien que ça évolue sur les effectifs, quoi. Parce qu'il y a toujours, alors ils ont évolué sur les ZEP, voilà, ils ont même dédoublé les CP, etc. Mais il ne faut pas oublier que même dans des classes normales, il y a des enfants en grande fragilité psychologique aussi, qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a des enfants qui vont demander autant d'énergie que toute la classe réunie. Donc, et dans la mesure où il faut toujours individualiser son travail, c'est-à-dire avoir l'œil sur chacun de tes élèves, parfois c'est difficile. Ouais. Au niveau des échelons, du coup, comment ça se passe en fait? C'est au bout de combien de temps? Parce que j'ai pas tout à fait compris. En fait, c'est par exemple au bout de 3 ans, il y a un inspecteur qui vient et... Mais alors ça a changé, hein. Normalement, c'était tous les 3 ans, tu étais inspecté tous les 3 ans. Mais maintenant, ils ont mis en place, soi-disant, rendez-vous de carrière. Alors, d'après ce que j'ai compris, du coup, c'est beaucoup moins fréquent. Je crois qu'il y en a 3, il me semble. Alors là, je ne pourrais pas te dire, mais ça, tu peux avoir les renseignements très facilement tu vas sur le site des syndicats et tu trouveras facilement les réponses. D'accord. Police. Yes. Ça te gêne? Non, mais tu vas finir d'écouter l'interview. Hein? Bonjour. Une petite... Pardon. Qui vient. Excusez-moi, je vais faire des commentaires en même temps. Ça va être super. Alors Marie, elle était institutrice au départ et elle est devenue comédienne. D'accord. Tu as été institutrice combien de temps, toi? 6 ans. 6 ans. Ah ouais, pas très longtemps. 6 ans. Ouais. Et presque 40. Et après, j'ai été prise par le démon du théâtre et j'en ai fait 39 ans et 8 mois du théâtre. Oui, je pense qu'il faut avoir cette capacité-là aussi. Enseignant, c'est être... tu rentres sur scène tous les matins. Moi, la veille de la rentrée des classes, tous les ans, même la dernière année, je dormais pas de la nuit. Pourtant, bon... Mais... Ouais... Quelque part, faut faire de la comédie, faut faire des capacités de comédie, quand même, d'acteur. Savoir jouer de sa voix, savoir passer, utiliser, jouer avec tout ça, et puis capter ton public toute la journée. Ouais. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le métier?
si ce n'est les effectifs. Je te dis au tout début, cette sensation de faire le flic, j'ai failli donner ma démission la première année parce que j'avais l'impression que que j'y arrivais pas, que j'étais obligée de crier, de me fâcher, parce que les enfants, ils sentent aussi la faille, c'est un rapport de force qui est difficile et t'as pas le choix, à un moment donné, il faut le gagner. Mais il faut le gagner, encore une fois, par la pédagogie, quoi. C'est-à-dire les intéresser, les captiver, et puis parfois aussi être capable de hausser le ton, de jouer avec la voix, voilà, pour obtenir aussi du calme quand il faut du calme, de l'énergie quand il faut de l'énergie, de l'attention aux autres, de la concentration, etc. etc. Donc si vous aviez une chose à changer sur votre carrière? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je changerais? Tu veux dire ce que j'aurais aimé changer pour pouvoir aller encore plus loin dans le métier? Oui, ouais. Je te dis les effectifs, ça c'est sûr. Le fait si on pouvait cesser d'infantiliser aussi un peu les enseignants avec ce rapport très dominateur de l'inspecteur. Voilà, faire en sorte qu'il y ait vraiment des plages d'échange entre les enseignants et pas simplement des petites conférences où on leur dit ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire. C'est-à-dire faire en sorte que des expériences ou des pédagogies intéressantes soient partagées, voilà, qu'il y ait plus d'échanges entre les collègues, mais ça, les gens restent très fermés sur eux-mêmes en général. Mais bon, en même temps, moi, comme je suis plutôt individualiste, c'est aussi ce qui ça m'a pas trop gênée en même temps. Donc, voilà. Si vous aviez une anecdote à raconter. Ouh là là, une anecdote. J'en aurais plein, des anecdotes, mais... Non, c'est difficile, parce qu'en fait, tu vis énormément de choses toute une journée avec les enfants. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas des anecdotes, mais c'est des petites tranches de vie. Encore faut-il leur donner la parole, mais ils t'emmènent toujours très loin dans leur univers, mais pas seulement. Parfois, tu as affaire à une petite fille qui vient de perdre sa maman, ou dont les parents viennent de divorcer, ou des choses même plus graves. Donc, c'est aussi il y a une vie sociale à l'intérieur de la classe aussi, qu'il faut créer. Il faut créer une synergie entre tous les enfants. C'est pas simplement le rapport déjà entre toi et les enfants, mais aussi entre les enfants eux-mêmes, qu'il faut créer, faire en sorte que tous s'apprécient, tous se respectent. Donc du coup, des anecdotes ou des phrases ou des moments très drôles ou tristes ou heureux, où il y en a tous les jours des dizaines, quoi. Donc c'est difficile d'en sortir une. D'accord, merci. Et un conseil que vous donneriez à un jeune qui veut faire ce métier? Je te l'ai dit, il faut qu'il ait une passion à côté. Il faut qu'il puisse continuer à s'enrichir pour enrichir les autres, je pense. Super, bien merci beaucoup. De rien.
On sait J'espère.